Télépresta.fr. Retour sur le plateau du club Le Châtelier, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les Ukrainiens gardent la ville de Bakhmout. Les Russes ne veulent pas en partir non plus. Pourquoi cet entêtement? Florence de Juvigny, vous êtes dans les environs de Kramatorsk, vous êtes allée tourner assez souvent à Bakhmout d'ailleurs. Cette tactique ukrainienne de rester, c'est quoi? C'est pour préparer une contre-offensive? C'est ça qui explique la résistance des Ukrainiens là-bas? Si les Ukrainiens résistent si bien, c'est pour gagner du temps pour laisser le temps aux soldats ukrainiens formés en Allemagne et en Grande-Bretagne à l'utilisation de nouveaux armements, comme les léopards polonais ou les Abrams américains, pour leur laisser le temps d'arriver jusqu'au front. Et puis gagner du temps peut-être aussi pour préparer une contre-offensive. Alors sur ce point, l'armée ukrainienne évidemment n'est pas du tout transparente. Il est très compliqué d'avoir des informations. Beaucoup de rumeurs circulent. Ici, on parle de 60 000 soldats ukrainiens qui auraient pris la direction de la région de Zaporijjia pour peut-être préparer une contre-offensive, notamment autour de la ville de Melitopol. Mais encore une fois, impossible pour le moment de vérifier ces informations. Florence de Juvigny du côté de Kramatorsk, on va regarder sur la carte, elle nous parlait de Melitopol, elle nous parlait de Zaporijjia avec 60 000 d'après ukrainiens qui seraient envoyés dans la zone. Déjà, général, ça se voit, 60 000 militaires qui... Normalement, ça se voit. Ouais. Voilà, bon maintenant je pense que... Pensez à Kharkiv, quand ça s'est passé, personne ne les a vu venir. Ouais. Et ils sont passés, alors est-ce qu'il y avait beaucoup de brigades? Il y avait une, deux, peut-être 3 brigades, donc c'est quelques milliers d'hommes. Là on passe à 60 000, ça semble beaucoup, mais après tout, je dirais qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on pourrait croire avec les moyens de renseignement, de satellites et autres, j'ai quand même l'impression qu'on peut arriver à dissimuler des mouvements, soit par des fausses informations, soit en dispersant un petit peu ces forces, on les voit pas en colonne. Et puis pour en revenir quand même à la zone des combats, Melitopol, on l'a évoqué déjà depuis cet été, c'est vraiment une zone stratégique dans la mesure où c'est un nœud ferroviaire, un nœud routier, qu'il est au milieu de la zone occupée par les Russes, pardon. Donc c'est vraiment un point clé, sauf qu'il y a quand même 80 km en gros de la ligne de front. Et puis quand même, ça au point de vue terrain, pour justement les unités blindées qui sont en train d'être constituées justement du côté ukrainien, c'est une plaine à chars. C'est-à-dire qu'à la différence de Bakhmout où les chars ne pourraient pas avancer comme ça, là on a vraiment le combat de chars potentiel qui pourrait se présenter parce que le terrain s'y prêterait. La plaine à chars, ça veut dire c'est tout plat, donc on les voit arriver de loin, c'est un inconvénient, et en même temps ils peuvent aller très vite. Ouais, oui, voilà, éviter de se faire tirer. Voilà, donc on peut bénéficier de la vitesse et du feu, ce qui n'est pas vraiment possible à Bakhmout aujourd'hui. Bien sûr. Alors je voudrais que vous regardiez ce que nous dit le commandant des forces armées ukrainiennes justement au sujet des troupes de Kiev qui ont bien l'air de se préparer à cette fameuse contre-offensive. Alors évidemment, hein, ils donnent les infos avec parcimonie et on comprend bien pourquoi. Voilà ce que dit Oleksandr Syrski. Les vrais héros sont les défenseurs qui tiennent le front est sur leurs épaules. Il faut gagner du temps pour accumuler des réserves, lancer une contre-offensive qui n'est pas loin. Ça veut dire, Jérôme Poirot, qu'ils sont prêts. Ils se préparent, c'est certain. Et où attaqueront-ils? Je suis d'accord avec vous. Il est possible que les déclarations qui sont faites n'aient qu'un objectif, c'est-à-dire masquer ce que seront les principaux objectifs. Mais Melitopol, comme vous l'indiquiez, a plein d'intérêts. Ça permettrait d'ailleurs de couper en deux l'armée russe, tout ce qui étant à l'ouest étant de fait encerclé, et puis de couper les voies de communication vers la Crimée et de se rapprocher de la Crimée. Mais peut-être attaqueront-ils ailleurs. Ce qui est certain, c'est que l'armée ukrainienne veut libérer la totalité de son territoire. Elle a perdu du terrain ces derniers mois, même si ça se compte en dizaines de kilomètres carrés. Donc il ne fait aucun doute qu'elle prépare une vaste offensive, ou plusieurs offensives en différents points. Quand ? Nous le saurons bientôt. Oui, on le saura peut-être bientôt, à condition que les armes occidentales arrivent, à force de dire qu'elles vont arriver au printemps. Alors, elles commencent à arriver beaucoup sont là déjà. Enfin, il n'y a pas que les armes occidentales, il leur reste quand même beaucoup de choses. Et puis il y a toutes sortes, on le voyait ces derniers jours, ces kits qui sont adaptés sur des bombes dont disposent les Ukrainiens. Il y a quand même toute une partie de l'équipement qui arrive, dont on parle assez peu, mais qui s'accumule. Donc ils ne sont pas démunis, mais ils ont besoin de beaucoup plus, effectivement, pour préparer cette offensive. On peut imaginer d'ailleurs, Pierre Ménat, qu'ils soient dotés d'un certain nombre d'équipements dont on n'a pas parlé, parce qu'évidemment, il faut communiquer, mais il ne faut pas trop communiquer non plus. Hein. Oui, d'ailleurs, on entend beaucoup parler quand même des armes ukrainiennes, on parle très peu du côté russe, si vous voulez. Mais même du côté ukrainien, il y a certainement des choses. Voilà, moi je suis pas un spécialiste, mais je suis persuadé qu'il y a des équipements. Non, mais dans les négociations entre pays, il y a aussi des choses qui se font. Notamment sur les munitions. Sur le radar. Cela dit, sur le fond, on parle de la contre-offensive ukrainienne.
il y a aussi probablement une offensive de la Russie. Donc, quels sont les objectifs de ces deux types de contre-offensives, soit d'offensive ou de contre-offensive? La Russie, sa priorité aujourd'hui, la Russie n'a jamais énoncé vraiment ses objectifs militaires, donc à part les fameux neutraliser, dénazifier, etc. Mais bon, aujourd'hui, la priorité, c'est d'occuper les oblasts qu'ils ont annexés. Et ils en sont loin aujourd'hui, donc parce que notamment dans le Donetsk, ils ne sont qu'à 60%. Oui, Zaporijjia, Kherson, ça y est pas. Zaporijjia, Kherson, ils sont autour de 70%. Oui, même encore, même sur Kherson. Mais il faut retraverser. Mais il faut retraverser. De la région de Kherson, de la région de Kherson. Donc voilà. Et par contre, Lugansk, Lugansk, c'est quasiment occupé. Donc voilà, c'est ce qui explique le blocage sur Bakhmout, parce qu'en fait, une fois que Bakhmout est passé, ensuite les objectifs, c'est les grandes villes du Donetsk, comme Kramatorsk ou Sloviansk, qui sont des villes, alors là, pour le coup, de 150 000 habitants. Oui. Ce qui est intéressant quand on vous écoute, messieurs, c'est aussi que vous dites, il y a une contre-offensive ukrainienne qui se prépare, sans doute une contre-offensive russe, et on se dit qu'en fait, il y a avant l'été une forme de deadline. Il s'agit de marquer le rapport de force en sa faveur avant l'été, avant ce qui peut se passer dans un certain nombre de pays, de campagnes, des opinions publiques, etc. Donc c'est aussi une course contre la montre entre les deux belligérants, l'agresseur et l'agressé. Qui aura l'avantage. Oui, et pour savoir qui déclenche le premier pour remporter un avantage décisif. De ce point de vue-là, la manipulation, la propagande, l'intoxication, toutes ces rumeurs dont nous faisons état sont aussi dans l'arsenal de chacun des belligérants. Bien sûr. Alors après, au sujet des armes, parce que donc il y a peut-être certaines armes occidentales qui sont, enfin peut-être certainement d'ailleurs déjà arrivées, on en a parlé. Le gros, pas encore. Moi, j'ai vu des chiffres tout à l'heure, je voulais vous donner parce que ça donne quand même une idée de ce qu'il s'est passé depuis un an. L'importateur Ukraine, depuis le début de la guerre, est devenu 3e destination d'armement dans le monde en 2022, alors qu'il était loin derrière. Évidemment, ils importaient des armes, mais beaucoup moins. Derrière le Qatar et l'Inde. 3e importateur mondial. Ça, c'est un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Les importations de l'Ukraine en 2022 ont été multipliées par plus de 60. C'est dire ce qu'il va falloir gérer après aussi au niveau armement, une fois que cette guerre sera finie, mais c'est un autre sujet qu'on a d'ailleurs souvent abordé. Général, ce que dit Valérie, c'est intéressant. Est-ce que il va falloir que l'un ou l'autre des belligérants ait fait la différence avant l'été? On a souvent parlé de l'été. L'été sera juge de paix, en gros. Si personne n'a l'avantage d'ici l'été. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie, c'est que la deadline. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que les Russes puissent obtenir un avantage militaire sur le terrain. Vu ce qu'ils nous ont montré depuis un an et la difficulté qu'ils ont à prendre Bakhmout et d'autre côté la résistance ukrainienne. Oui. Je dirais que l'enjeu c'est plutôt pour les Ukrainiens d'obtenir cet avantage militaire avant l'été qui conditionnera ou non le soutien futur des alliés de l'Ukraine. Continuer à abonner en armes. Il faut un résultat. Pour l'instant il n'y a pas de résultat alors qu'on a donné beaucoup. On espérait que ce résultat arriverait. Mais il n'est pas arrivé. Donc il y a une obligation de résultat pour les Ukrainiens d'ici l'été. Et puis deuxième point, l'été. J'avais dit la semaine dernière, il y a 2 dates intéressantes, historiques. Le 21 juin 1941, c'est Barbarossa, les Allemands qui envahissent l'Union soviétique. Et puis Napoléon Ier, le 24 juin, qui envahissait la Russie. Dans les 2 cas, c'est l'été. L'été, c'est la meilleure période pour se battre en termes climatiques, en termes de terrain. Donc c'est pour ça que le juge de paix dont vous parlez, enfin ce sera juge de paix si on veut, juge de guerre même, ça sera la meilleure période jusqu'en octobre, je dirais, pour voir qui est le plus fort, qui est capable de gagner, et tout ce qu'on vient d'évoquer comme matériel qui arrive. Et surtout, alors c'est peut-être pas en termes de matériel qu'il faut raisonner, il faut raisonner en termes d'unité de combat. Alors voilà. Bah, ça je crois que c'est important. Et ben c'est pour ça que vous voyez que Knivine s'est installée sur ce plateau, vous avez vu? Vous saviez pas parce qu'elle est derrière vous, mais c'est pour ça qu'elle s'est installée, parce que Knivine, on a parlé des armes, mais il faut aussi qu'on parle des hommes. Les Ukrainiens, est-ce qu'ils vont avoir les combattants nécessaires, le nombre de combattants nécessaires? Eh bien oui, très largement, selon Kiev, qui, selon son dernier chiffrage, estime bien qu'elle dispose d'environ 700 000 hommes, même 750 000 hommes disponibles, selon certains journalistes ukrainiens. Quand on ajoute à ces 700 000 hommes la garde nationale, la police, les gardes frontières, nous sommes à environ 1
millions de personnes, écrivait au Times Oleksiy Reznikov, c'est le ministre ukrainien de la Défense. Alors la majorité évidemment de ces hommes et de ces femmes, ce ne sont pas des militaires de formation, mais bien des conscrits, des volontaires et des réservistes, puisque pour vous donner un ordre d'idée, avant le déclenchement de la guerre, on estimait que l'Ukraine disposait d'environ 200 000 militaires professionnels, mais depuis évidemment la mobilisation générale et l'instauration de la loi martiale, eh bien, les civils sont venus grossir les rangs de l'armée ukrainienne. Je vous rappelle que cette mobilisation générale et cette loi martiale, elles ont été décrétées le 24 février dernier et elles prévoient notamment l'interdiction de quitter le territoire pour les hommes âgés de 18 à 60 ans, l'obligation de se présenter dans un centre de recrutement. Alors attention, cela ne veut pas dire que tous les hommes âgés de 18 à 60 ans sont forcément appelés. Ils ont uniquement l'obligation de se rendre dans un centre de recrutement. Alors, eh bien, des examens médicaux sont effectués, leurs coordonnées sont enregistrées, puis on estime si oui ou non ils sont aptes à la mobilisation. Et même quand ces mobilisés sont jugés aptes, eh bien, ils ne vont pas forcément sur le front, puisque Kiev a tout simplement priorisé les hommes dont elle a besoin sur le terrain. En priorité, ce sont les anciens militaires de moins de 40 ans, puis les militaires ayant servi dans l'armée ukrainienne avant 2014, enfin les réservistes, et puis seulement après la population général. Selon un recruteur cité par le Figaro, un des membres de ces fameux centres de recrutement, eh bien ce recrutement il fonctionne par file d'attente. Aujourd'hui, la mobilisation cible principalement les quarantenaires, car ce sont les moins réticents. Les moins réticents, car c'est vrai que c'est tabou, on n'en parle pas forcément, mais en Ukraine également, eh bien certains hommes refusent la mobilisation. Comment ils parviennent à passer entre les mailles du filet? Eh bien tout simplement en changeant leur numéro de téléphone ou en déménageant sans prévenir les autorités. Impossible donc de les retrouver. Certains iraient même plus loin pour éviter la mobilisation. Ils franchiraient les frontières, notamment la frontière avec la Moldavie, qui est devenue la principale frontière de franchissement illégaux. Pour 4 500 € par personne, des policiers corrompus moldaves font passer les Ukrainiens désireux de quitter le pays. Alors combien sont-ils à avoir franchi cette frontière? Évidemment impossible de le savoir, aucun chiffre officiel, pas de chiffre officiel ou en tout cas clairement exact sur le nombre de morts ukrainiens, également sur le front. En tout cas pour l'heure, l'énorme vague de mobilisation depuis le début du mois de février, eh bien, elle semble suffire sur le terrain sans que les autorités ne se retrouvent finalement à devoir durcir le ton ou élargir le nombre de personnes éligibles à cette mobilisation. Preuve en est peut-être un projet de loi qui vient allonger à 3 mois minimum l'entraînement des mobilisés sans expérience. Preuve que pour l'heure, eh bien, l'armée, elle tient sans avoir besoin de ces mobilisés inexpérimentés. Preuve aussi peut-être que Kiev préfère prioriser la qualité des soldats envoyés sur le front à la quantité. Et oui, alors ça nous rappelle évidemment quelque chose. On va reparler de l'armée russe dans une seconde. Merci beaucoup, Nivine Potros. Juste une chose générale, eu égard à ce que disait Nivine. Quand on dit d'abord on va prendre les anciens militaires de moins de 40 ans, ensuite les militaires ayant servi dans l'armée avant 2014, puis les réservistes, en fait, on fait un panaché de tout ça, un patchwork de tout ça ou pas? Parce que on a parlé de ça pour les Russes, disant on s'est retrouvé avec des unités qui étaient complètement vidées de leurs hommes d'origine, si j'ose dire, et qui se retrouvaient avec des gens qui n'avaient pas combattu depuis des années. Non, mais je crois qu'il faut bien comprendre que là, le but, c'est d'abord de prendre ceux qui ont une expérience militaire. Oui. Donc, pour éviter, je dirais, à la limite, les pertes sur le terrain ou surtout les délais de formation. Donc, c'est d'abord la première exigence. Ensuite, dans un deuxième temps, je rappellerai comme que les chiffres étaient déjà annoncés il y a quelques mois, puisque les Ukrainiens avaient annoncé 700 000 hommes au mois de juin, et que leur objectif en septembre-octobre, c'est d'en avoir 1 million. Oui. Voilà, donc on est bien dans les chiffres tels qu'ils ont été annoncés il y a quelques mois. Ensuite, n'oublions pas aussi que ces effectifs ensuite doivent être formés, mais je
rappellerai aussi que le service militaire a été réinstauré après avoir été supprimé en Ukraine après 2014. Ouais. Donc il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont eu leur service militaire, donc qui peuvent être mobilisées. Et puis dernier point, toutes ces personnes, il faut en garder quand même pour, je dirais, faire marcher l'économie de guerre ukrainienne, oui, pour faire fonctionner finalement les institutions. Donc il est normal qu'on... Il y a des femmes aussi. Pardon ? Il y a des femmes pour ça aussi. Merci. Merci beaucoup. oui, J'allais je fais pas la différence entre mes femmes, il y a des Ukrainiens, point. Moi, Oui, parce qu'il y a des Ukrainiennes sur le front aussi. Bah oui, hein, moi, je ne fais pas de différence. Ah bon, Non, là je pense que c'est un mauvais procès. Non mais ne fâchez pas. Pardonnez-moi. N'engueulez pas entre vous. Non, une chose quand même, ce que disait Nivine aussi très important, s'ils peuvent se permettre d'allonger de 3 mois la formation des appelés, c'est quand même un excellent signe. Dans quel sens ? Ils peuvent se permettre de ne pas les envoyer tout de suite sur le terrain. Non, moi je crois surtout qu'ils veulent économiser les forces sur le terrain. Plus les gens sont formés, plus ils ont des chances de s'en sortir vivants et d'être efficaces sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a dit sur les Russes ? C'est qu'on envoyait des personnes non formées qui se faisaient hacher menu sur le terrain. De l'autre côté, réponse ukrainienne. Nous, on n'envoie pas... Et surtout qu'il y a eu comme quelques critiques à un moment donné, il me semble, la semaine dernière, qu'on n'était pas formés, qu'on n'avait rien. Là, c'est de dire, on va aussi vous former pour justement vous sauver votre peau sur le terrain. Donc je crois qu'à la limite, tout ce qui est dit là est tout à fait cohérent pour s'assurer que d'abord il y a toujours l'adhésion de ceux qui sont rappelés ou mobilisés et qu'on ne les envoie pas se faire tuer pour rien parce qu'ils sont mal formés ou mal équipés. Est-ce qu'on n'est pas un peu naïf sur la stratégie peut-être des Russes, Jérôme Poirot, qui à force de rester focus sur Bakhmout ne se préparerait pas sur autre chose? On se souvient qu'à Kherson, les Ukrainiens ont pris tout le monde par surprise, les Russes ont été obligés de se retirer. Vous parliez de Kharkiv là, tout à l'heure où effectivement ils ont pris tout le monde par surprise aussi. Les Russes, ils doivent apprendre un peu de leurs échecs quand même. Ben non, puisqu'il y a 15 jours, à Vuhledar, ils ont tenté une contre-offensive avec des blindés, ils se sont fait massacrer. Donc, on peut dire ce qu'on veut de l'armée russe ou de l'armée soviétique, elle ne sait faire qu'une chose, c'est en avant tout droit et avec de la chair à canon. Parfois, ça fonctionne, ça a fonctionné au bout d'un certain temps contre l'armée nazie, mais on voit bien là qu'en Ukraine, toutes les initiatives sont des échecs. Ça a bien fonctionné dans les premiers jours de la guerre parce que la réponse ukrainienne n'était pas à la hauteur et il y a eu un certain nombre de traîtrises parmi les autorités ukrainiennes qui ont permis notamment que l'armée ukrainienne traverse jusqu'à Kherson. Oui. Le pont Kherson était tombé très vite. Mais depuis, l'armée russe, elle recule et quand elle essaie d'avancer, comme on l'a vu à Vuhledar, c'est une catastrophe. Et à Bakhmout, elle avance péniblement, mètre par mètre, au prix de pertes considérables. Ce qui me fait dire que vraisemblablement l'armée russe est en train de perdre la guerre à Bakhmout parce qu'elle s'entête à un endroit qui n'a aucun sens. Moi j'entendais quand même Pierre Ménat ce matin à la radio, hier soir sur le plateau de Darius Rocheban, l'un des invités qui disait la pire journée dans la guerre de 14, on a perdu 24 000 hommes. La pire journée. Là, ils perdent, alors d'après les Ukrainiens, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est invérifiable. On sait que c'est une boucherie. 1 millier d'hommes en quelques jours, même pas une semaine. Enfin, je veux dire, jusqu'où ils sont prêts à aller, les Russes, en fait Il est complètement décorrélé de son commandement, Poutine. Mais ils sont prêts à aller très loin, si vous voulez. C'est une armée qui ne prend pas en compte les pertes, enfin, qui les néglige, les pertes humaines. Donc ils sont prêts, comme on l'a dit, c'est un peu de la chair à canon, et ils sont prêts, pour avancer de quelques kilomètres, ils sont prêts à perdre beaucoup d'hommes. Dans les 1000, il n'y a peut-être pas que des morts, mais au total, quand on regarde les chiffres de morts, on est au-delà sans doute de 100 000. Après, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, certains parlent de 150 ou plus, mais certainement 100 000, donc c'est déjà beaucoup quand même. Et ce sont des pertes considérables. C'est énorme, et visiblement, si vous voulez, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas en Russie un sentiment, en tout cas on ne le connaît pas pour l'instant, de sentiment consistant à dire écoutez, arrêtez tout ça. Donc, ou alors si certaines forces se prononcent dans ce sens, c'est très discret parce que ça ne vient pas jusqu'à nos oreilles. Il leur arrive des bricoles dans ces cas-là. Non, mais moi j'aimerais bien partager l'optimisme de M. Poirot qui estime que l'armée russe est défaite sur le terrain. Simplement, l'histoire nous apprend que les Russes ont du temps devant eux, ce que n'ont pas forcément les Ukrainiens, que c'est un immense pays avec 3 fois au moins plus d'habitants qu'il n'y en a en Ukraine, et que donc les réserves humaines, la massification, ce que vous appelez la massification, j'apprends les termes au fur et à mesure, la massification sur le front se fait à leur avantage, et deuxièmement,
ou troisièmement, je ne sais plus dans quel ordre le prendre, quand Vladimir Poutine est acculé, il se livre à des manœuvres que d'aucuns considéraient comme ou désespérées ou fondamentalement illégales. Oui, les crimes de guerre, on les a vus à Boutcha, on les a vus à Lizom, etc. On n'est pas à l'abri de ça, et pour le moral et pour tenir le front, pour les Ukrainiens, il me semble que même si pour l'instant, et tant mieux, l'armée ukrainienne tient, y compris à Bakhmout, peut-être pas pour très longtemps, on n'en sait rien, ça fait tellement longtemps qu'on nous annonce que ça va tomber que j'ai fini d'y croire, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, il me semble que se dire que la Russie a déjà perdu, y compris même à Bakhmout, pour moi, ça me semble un peu prématuré. Je vais plus loin depuis longtemps. J'ai oui, je le sais. Dès le printemps dernier, que c'est le 24 février 2022 que Poutine avait perdu la guerre, parce que c'est une impasse. Massifier la masse, comme l'évoquait Valérie, la masse, elle permet en fait, si on comprend bien et si on analyse ce qui se passe notamment à Bakhmout depuis quelques semaines maintenant, elle permet de ne pas reculer, mais elle ne permet pas d'avancer, manifestement. C'est ce qu'a montré la mobilisation depuis le mois de septembre, c'est-à-dire des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats supplémentaires pour prendre quelques dizaines de kilomètres carrés. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça pose des problèmes à l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne nous a montré depuis cet été qu'en fait, quand elle lance une offensive, elle réussit. Et donc, ça veut dire que tant qu'elle ne lance pas d'offensive, c'est que vraisemblablement, elle estime que les chances de succès sont faibles ou insuffisamment élevées pour y aller. C'est quand même une stratégie très très différente. Mais effectivement, ces centaines de milliers de soldats peu formés, une troupe disparate, comme vous l'aviez indiqué, ça retarde, mais ça permet de retarder, mais pas plus. Effets, Un dernier mot là-dessus. Tout est relatif, si vous voulez, parce que quand on dit les Russes ont perdu ou les Russes n'ont pas perdu, en fait, c'est vrai que le 24 février 2022, ils ont perdu, parce qu'ils avaient leur projet était d'une guerre très courte avec la création à Kiev d'un gouvernement pro-russe. Bon, ça n'a pas eu lieu et ça n'aura probablement pas lieu tout de suite. En revanche, si la guerre s'arrêtait maintenant, ils auraient quand même gagné une partie de territoire. N'oublions pas quand même que tout à l'heure on disait ils ne contrôlent pas tout, mais ils contrôlent en revanche pas mal de territoires. Ils contrôlent tout l'oblast de Lougansk, et la mer d'Azov, avec de grosses villes, et la mer d'Azov avec Mariupol. Alors peut-être on verra comment ça évolue, mais aujourd'hui si tout s'arrêtait maintenant, on ne pourrait pas vraiment dire que les Russes ont perdu, je crois. Donc, oui, vous avez raison, sauf que les Ukrainiens n'ont pas l'intention d'arrêter. Non, mais voilà, d'accord, mais ça c'est autre chose. Alors, on dit aujourd'hui. La Russie qui se prépare, on va passer un long moment sur Wagner et son chef Evgeny Prigojine dans une seconde, parce que vous allez voir qu'au-delà des ambitions militaires, il y a quand même des choses. Bon bref, Magali viendra nous rejoindre pour nous en parler. D'abord, on va s'intéresser à un autre homme, en l'occurrence Loukachenko, le président biélorusse. Qu'a-t-il fait aujourd'hui? Eh bien, il est allé rendre visite au président Raïssi en Iran, l'émissaire de Poutine. Voilà ce qu'on a inscrit. C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Figurez-vous que les deux pays ont décidé d'avoir désormais des relations quasi fraternelles, alors que les relations étaient assez, pas distendues, mais éloignées depuis quelque temps. On va y revenir en essayant de voir évidemment ce que ça peut changer pour ce conflit en Ukraine. A tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires Thomson.